Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Atoumani Harouna, vice-président du comité départemental du tourisme de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors le coup d'envoi a été donné ce matin. Le 4e salon du tourisme et des loisirs de Mayotte a ouvert ses portes au public aujourd'hui. On a vu un triptyque terre, mer et culture qui semble séduire les visiteurs. On verra cela tout à l'heure avec vous. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal TV, du KTV justement. Alors Pierre, on a vu récemment, Salim Naouda était sur notre plateau et il a annoncé une menace de grève générale si des discussions ne sont pas entamées, notamment avec l'État. Une menace qui a été prise au sérieux par le MEDEF qui a réagi. Vous nous en direz davantage tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 11 septembre. Le MEDEF a par le biais d'un communiqué émis le souhait d'une table ronde afin que le dialogue social s'instaure entre salariés et patronat. La grève générale plane et le syndicat des patrons semble prendre la mesure du danger en approche. Les explications dans votre journal. Le 4e salon du tourisme a ouvert ses portes ce matin. Plus de 10 000 personnes sont espérées afin de faire de ce salon un rendez-vous phare pour Mayotte. Reportage au cœur de l'événement. Des dizaines d'élèves en situation de handicap ne peuvent être scolarisés faute de structures adéquates cette année. Une situation inacceptable pour des enfants qui subissent actuellement une double peine. Alors que la température sociale est au plus haut et que les menaces de grève générale se font de plus en plus pressantes, le MEDEF a réagi hier. Par le biais d'un communiqué, le syndicat des patrons appelle à une table ronde aux fins de discussion de dialogue social à Mayotte. La prise de conscience de la grogne semble en effet effective puisque le MEDEF appelle les syndicats de salariés et du patronat à se réunir dans les meilleurs délais, à savoir la semaine prochaine. Plus de précisions dans ce sujet, signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Le MEDEF semble avoir pris la mesure des menaces proférées par les représentants syndicaux. Le syndicat souhaite une table ronde de dialogue social à Mayotte pour éviter une grève générale. Tous les sujets prioritaires et urgents seront mis sur la table dans l'objectif de trouver un accord sur les points de convergence et convenir des modalités de dialogue social sur les autres points. Pas suffisant selon le secrétaire départemental de Force ouvrière. On ne peut pas se mettre ensemble avec le patronat aujourd'hui alors que hier, il nous assène des coups durs, il licencie des délégués Force ouvrière, CGT et dans toutes les boîtes du grand patronat. Donc je ne sais pas ce qu'anime ce communiqué-là, je ne sais pas l'esprit même de ce communiqué-là, quelle est la volonté exprimée par ce communiqué. Mais moi je peux vous dire aujourd'hui que j'ai perdu toute confiance dans le dialogue, dans l'absence de dialogue, parce qu'il faut le dire, dans l'absence de dialogue entre le syndicat des salariés et le MEDEF. Le MEDEF n'a jamais tendu la main au syndicat des salariés. Je n'ai jamais été invité par le MEDEF pour discuter quoi que ce soit. Ça a démontré la détermination du MEDEF à ne pas engager des discussions avec l'Union départementale Force ouvrière. El Aziz Amidou souhaite une commission consultative de travail extraordinaire pilotée par l'État, en présence du patronat, des représentants des salariés et des syndicats, afin que cette table ronde ne vire pas au dialogue de la dernière chance. Comment on mettra en place ce dialogue social? Comment on va se comporter? Parce que je suis désolé, le comportement du MEDEF, ou du moins les membres du MEDEF qui se mettent à licencier à tour de bras des délégués des syndicats de salariés, ça, ce n'est pas un signe fort de dialogue social, ça, c'est un signe de mépris du dialogue social. Donc aujourd'hui, si on est décidé à amorcer ce dialogue social-là, moi, je pense que ça passera par le pilotage de l'État. C'est l'État qui doit prendre des choses en main aujourd'hui parce que la guerre, elle est là, elle est latente. Donc, il va falloir désamorcer tout ça. Voilà, il va falloir agir avec une rapidité, il va falloir agir avec beaucoup de conscience de nos responsabilités parce qu'il faut faire preuve de responsabilité aujourd'hui. Du côté du syndicat des cadres, le discours est plus apaisé. Le secrétaire départemental de la CFE-CGC souhaite répondre à l'appel afin que chacun puisse avancer sur de nouvelles bases. Et c'est important
que dans un premier temps, nous puissions rétablir les responsabilités des uns et des autres dans la situation que nous subissons ici à Mayotte. Et à partir donc de là, que nous puissions aussi voir clairement quelles sont les solutions qui s'offrent à nous dans le contexte actuel des choses, et après, bien évidemment, les perspectives qui peuvent, à l'avenir, permettre à chacun des acteurs concernés par le dialogue social à Mayotte, donc permettre à chacun de pouvoir continuer à œuvrer en toute intelligence pour l'intérêt des salariés et des entreprises, bien évidemment, à Mayotte. Le MEDEF souhaite que Mayotte retrouve son calme et sa sérénité. Les discussions et négociations doivent reprendre avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Alors les tensions sont vives, on sent les nerfs sont en train de lâcher du côté des syndicats. Pierre, on l'a vu dans le reportage, qu'en est-il réellement? Est-ce que le MEDEF a vraiment aujourd'hui l'intention de négocier avec ces syndicats qui ont été toujours en demande en fait, de ce dialogue social? C'est surtout, est-ce que les syndicats y croient? On n'a pas vraiment l'impression. Alors au niveau de la CFE-CGC, il y a une volonté de dialogue. Quant à la sincérité du MEDEF, on ne sait pas. En tout cas, ils ont lancé cet appel, ils ont fait ce communiqué au moment où il fallait le faire, parce qu'on est à la limite. 10 jours, ça fait déjà 3 jours. Et il reste une semaine pour essayer de trouver des solutions, parce qu'on se dirige vraiment vers une grève générale qui fait peur également au patronat, et ils sont les premiers concernés, et il faut absolument qu'il y ait une table ronde, effectivement. Et on le voit, et Landis Amidou souhaite que l'État, puisque c'est aussi là le problème, et notamment, on le sait, sur l'application des conventions collectives, sur le droit commun, 2018, au niveau du Code du travail. Donc, eux, ils souhaitent finalement qu'il y ait une révision aussi de l'État et du programme, du moins de ce que souhaite l'État, mettre en place l'État d'ici 2018, avec le document stratégique Mayotte 2025. Donc, il faut vraiment que tout le monde se mette autour d'une table. Et s'il y a juste le MEDEF et les représentants syndicaux, ça risque d'être compliqué. Alors on a vu à Mayotte, on a l'impression qu'il faut justement aller jusqu'au bout, il faut vraiment faire des menaces pour que les choses bougent, on en est arrivé là? On se demandait si justement on en était qu'aux menaces, puisqu'il y a déjà eu des menaces, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on l'entend. Apparemment là, les syndicats sont vraiment déterminés et tout est prêt, quoi. Vraiment tout est prêt pour lancer un mouvement de très grande envergure qui ressemblerait à ce qui s'est passé en 2011. On sait avec les traumatismes que ça a laissé, encore aujourd'hui. Donc le MEDEF réagit. Est-ce qu'ils réagissent trop tard? Est-ce que l'État aussi a pris conscience? Parce qu'au niveau de l'État, pour l'instant, on n'a pas de retour, on n'a rien. Donc on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est donc la date... il devrait y avoir cette première table ronde avec les premières discussions. Est-ce que l'État en fera partie? C'est aussi les questions qu'on se pose actuellement. Est-ce que l'État en fera partie? Qui seront les représentants? Est-ce que ça sera le préfet? Est-ce qu'il y aura le président du conseil départemental? Est-ce que la DIECT aussi qui devrait être présente autour de la table? En tout cas, il y a urgence. Ça, c'est une certitude. Tout le monde s'accorde là-dessus. Et le MEDEF, Thierry Gallarme, lorsqu'il envoie ce communiqué, c'est avant tout parce qu'il y a urgence, qu'il en est conscient. Dans quelle mesure? Nous verrons ça la semaine prochaine. Et du côté de la population, on a vu que les avis divergent. Les avis divergent. Il y a beaucoup, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance et qui souhaitent que les choses évoluent. Maintenant, est-ce que la grève générale est la solution? Il y en a beaucoup qui disent qu'en 2011, depuis, rien n'a changé. Au contraire, les choses ont même empiré. Donc à partir de là, ils n'ont pas forcément envie de revivre ça si derrière, il ne se passe rien. Beaucoup espèrent justement que là, ces négociations, elles vont aboutir et que derrière, il y aura des avancées pour Mayotte, des avancées dans le social, puisque la problématique est là, c'est vraiment le social. Le conseil départemental souhaite mettre 60% de son budget dans le social. Alors on le voit, avant 2017, il risque de pas y avoir, avant 2016, pas grand-chose, puisqu'aujourd'hui le social est en train de se restructurer. Issa Abdou l'a expliqué plusieurs fois, notamment l'IGAS qui est là actuellement pour faire un état des lieux. Et finalement, les grands projets vont démarrer l'année prochaine. L'année prochaine, c'est dans plusieurs mois. Ça sera peut-être trop tard.
Affaire à suivre dans nos prochaines éditions, bien évidemment. La grève chez Orange continue inlassablement. Ainsi, bien que sommés par la justice à évacuer les abords de l'agence, les grévistes continuent leur mouvement. Après avoir fait appel de la dite décision de justice, ils ont entamé ce matin une marche pour montrer leur détermination. Une détermination qui, après plus de 7 semaines de grève, est restée intacte. Un sujet signé Pierre Bellucci, Leslie Vimlet et Abbas Alidi. Quand ce conflit trouvera-t-il une issue? Aujourd'hui encore, les grévistes d'Orange ont battu le pavé pour se faire entendre. Ils ont marché depuis le rond-point du commandant Passot jusqu'à la préfecture, afin notamment d'y déposer un nouveau protocole de sortie de conflit. Hier matin, on a fait une réunion, une assemblée générale, on a discuté, on a rédigé quelques éléments, on a rajouté sur le protocole que la direction avait proposé le 27. Donc, et on a rajouté encore quelques-unes. Là, on l'a remis à la préfecture, puis à la DIECT, pour que la direction vienne sur la table pour négocier. Parce que depuis le 27, il n'a pas voulu venir sur la table pour négocier. Donc, on le sollicite encore une fois pour qu'il vienne discuter avec nous. Si les discussions ont été rompues il y a 2 semaines, les grévistes ne se découragent pas pour autant. Ni la décision de justice défavorable, ni le mutisme de leur direction ne semble pouvoir les arrêter. Faire une grève, c'est un droit. Donc si aujourd'hui, pour revendiquer nos droits, on nous dit qu'il ne faut pas les revendiquer, donc là, je dirais que c'est une justice à 3 vitesses, mais pas de vitesse. Donc nous, aujourd'hui, à chaque jour, on descendra sur la route pour emmerder les Mahorais. Ce n'est pas de notre volonté, mais ça, c'est à cause de la décision de la justice que nous descendons sur la route. Et on est déterminé à aller jusqu'au bout pour avoir nos revendications. Depuis la décision de justice rendue mardi, cette grève qui jusque-là restait plutôt calme se durcit considérablement. A noter que les salariés grévistes de la SMCI ont eux trouvé un accord avec leur direction dès le premier jour de négociation concernant des revendications semblables à celles demandées par les salariés d'Orange. Et toujours dans la rubrique mouvement et syndicats, ce matin se tenaient également des élections au sein du syndicat Force ouvrière. En effet, l'association des consommateurs, des adhérents et du syndicat ont renouvelé le bureau et élu de nouvelles commissions. Logement, foncier, transport. Le syndicat a souhaité se régénérer à la veille d'un mouvement qui se présente déjà comme une grande bataille. On écoute la nouvelle présidente élue au micro d'Abbas Alidi. L'association a toujours existé depuis 2010. Pendant la vie chère, ça existait. On participe à beaucoup de choses, comme l'observatoire de prix, comme des représentativités au niveau des représentants des usagers. On est adhérent au CIS Océan Indien, collectif des associations des consommateurs et de la santé. Mais actuellement, on s'est dit que, vu la mise en place de la loi Hamon, nous avons des précisions et des feuilles de route à suivre. Il existe des choses qui sont bien claires, donc on veut seulement des volontaires pour pouvoir émerger l'existant à Mayotte. C'est-à-dire cette association de consommateurs cherche seulement l'égalité de traitement entre les autres départements et Mayotte. Et on continue avec l'événement du jour. Il s'agit bien évidemment de l'ouverture du 4e salon du tourisme et des loisirs de Mayotte. Comme chaque année, les exposants et artisans ont déployé leurs stands sur tout le parvis du comité du tourisme. Et le public, lui, ne s'est pas fait attendre. L'inauguration s'est faite en grande pompe en présence des officiels et personnalités du département. Un salon avec pour thème notamment le tourisme vert, symbolisé par un magnifique jardin botanique miniature reconstitué en plein cœur de la place de la République. Reportage Shakila Issouf et Fred Souleymana. Fidèle aux valeurs traditionnelles de l'île au Lagon, accompagné du rythme d'Embiwi, un groupe de femmes accueille les invités avec les colliers de fleurs et les tampas. Pour animer cet accueil, Tambati et quelques Bweni interprètent des chants locaux. Les visiteurs sont nombreux à profiter du salon pour faire de bonnes affaires. Une occasion pour eux d'offrir des cadeaux, comme pour ce jeune homme qui s'arrête un moment à acheter un collier pour sa bien-aimée. Ça me plaît, c'est à propos de le collier. Et puis pour les boucles d'oreilles, en gros, j'ai trouvé que c'est très beau. Quoi. Voilà, ça me plaît pour que je prenne pour faire ma copine. Quoi.
Un salon du tourisme avec comme thème le tourisme vert et sous le signe de l'amour. Il y a des bonnes affaires pour tout le monde et pour cette mère de famille qui retrouve des ustensiles de cuisine qu'elle pensait disparus. Ravis du 4e salon du tourisme et des loisirs, les exposants heureux de faire partie de cette vitrine qui reflète l'image et la beauté de Mayotte remplie de fierté s'expriment à notre micro. C'est parfait, il est très bien, il y a beaucoup de choses, on découvre la culture, la nourriture, les parfums de Mayotte, tout ça, c'est parfait. L'inauguration du tourisme est officialisée après le discours de la présidente du CDTM qui participe chaleureusement à son premier salon du tourisme en tant que présidente. Ce salon, c'est pour nous permettre de découvrir ou faire découvrir nos atouts touristiques parce qu'on en a considérablement ici à Mayotte. C'est la première fois qu'on a accueilli, en tout cas quand je dis on a accueilli, c'est Mayotte. Mayotte a accueilli une délégation officielle comme celle-là. Le 4e salon du tourisme est désormais lancé. Les organisateurs espèrent accueillir plus de 10 000 visiteurs. L'événement deviendrait alors l'un des plus importants derrière les portes ouvertes du BSMA. D'autant plus que cette année, le salon ferme à 21 h juste après un spectacle de contes, un événement incontournable. Atomani Aruna, vice-président du comité départemental du tourisme, on a vu sur les images, beaucoup de monde se sont présentés aujourd'hui dès le coup d'envoi. Oui, bien sûr, mais je me réjouis, Amina. Avant tout, je suis aussi représentant des prestataires terrestres des activités liées dans la nature. Donc, je pense que c'est une très très bonne chose et l'actualité nous donne l'occasion justement de montrer une autre facette de voir Mayotte. Donc, pour moi, c'est très très important. C'est un combat de longue laine, en fait, de long terme qui doit être mené pour tous. Et maintenant, je vois que les choses commencent à prendre et je me réjouis déjà de cette ouverture qui est pour moi, on verra pour le bilan, mais qui est réussi. Un succès qui est évalué à plus de presque 6 000 visiteurs pour le premier jour. C'est quand même une bonne performance. On l'a vu, c'est en train de devenir le deuxième événement après les journées portes ouvertes du BSMA. Nous, on avait établi l'année dernière, selon les statistiques, 10 000 visiteurs. Et selon le service que je remercierai à la fin de notre interview, qui ont estimé aujourd'hui à 6 000. Donc, j'espère que le souhait du président et aussi le conseil d'administration, c'est doubler aujourd'hui le nombre de visiteurs qui seront demain les ambassadeurs touristiques de Mayotte. Alors on a vu chaque année, les choses se précisent, s'améliorent. Et cette année, une belle part a été donnée à la culture mahoraise. Et on voit que ça intéresse encore les Mahorais. Et cette part de culture, on le verra tout à l'heure avec des contes qui seront présentés sur le parvis. Dites-nous davantage. Tu sais, Amina, Mayotte, il ne faut pas rater ce wagon, ce train. Il y a 3 motivations qui nous poussent à organiser ce type de manifestation. C'est d'abord remplir notre mission régalienne de communication vers l'extérieur envers les touristes, mais aussi de la population locale, soutenir les porteurs de projets existants par rapport aux conjonctures économiques mondiales et régionales qui frappent. Mayotte n'est pas épargnée, donc le tourisme affinitaire ou le tourisme culturel ou autre, et aussi arriver à la fin, trouver un consensus pour avoir en fait un accord
pour la structuration de l'offre touristique. Tantôt on dit l'île au parfum, tantôt on dit l'île au lagon, l'île authentique. Donc après, je pense, 6e édition, on aimerait bien, nous les socioprofessionnels et les élus de CDTM, de se mettre d'accord avec la population, parce que vous l'aurez compris que un développement touristique ne peut pas se faire uniquement avec le professionnel et le politique. Il faut qu'il y ait l'adhésion de la population, d'où l'intérêt d'organiser ce type de manifestation, inviter la population de venir en fait redécouvrir en fait leur île, enfin demain, pour se mettre d'accord autour d'une table, dire que voilà ce qu'il faut présenter à l'extérieur pour Mayotte. Alors avec l'expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce 4e salon? Vos regrets, vos joies, qu'est-ce qui vous... Moi, j'ai aucun regret après 20 ans d'expérience, une quinzaine d'années au CDTM. J'ai aucun regret en tant que jeune Mahorais. Je suis fier aujourd'hui que toute la population embrasse enfin, et tous les politiques qui prennent le micro, que ce soit au niveau national, régional, mais Mayotte, ont compris que voilà, enfin, l'un des vecteurs de création d'emplois à Mayotte, ça sera le tourisme. On a la chance de réussir avec le plus grand lagon fermé de l'océan Indien, une nature luxuriante et une culture authentique. Il n'y a pas chapeau. Mayotte, département, RUP, il y a quand même du quoi à faire et se poser des questions avant peut-être de réagir. Alors demain, la cérémonie de clôture aura lieu à 18h et vous serez déjà lancé dès demain dans une nouvelle étape, celle du salon Topresa. Tout à fait, le salon Topresa qui est la messe pour nous de tourisme au niveau national, et vous l'aurez compris que Mayotte n'a pas le droit de rater cette occasion, et plus une annonce de prestige pour nous, c'est le lancement de la ligne directe à partir du 10 juin. J'informe toute la population de Mayotte d'abord qu'il y a une possibilité aujourd'hui d'acheter le billet, réserver sa place à partir du 10 juin prochain. Et Inch'Allah, comme on dit, Erostral et Ewa est avec nous pendant ce salon. Venez demain, toute la population de Mayotte, ceux qui n'ont pas eu l'occasion, parce qu'on sait que très bien, on était en fin de semaine, mais il y a toute la partie éducative, le lycée et les collèges. Venez avec vos parents. Vous pouvez aussi vous renseigner pour repartir ailleurs, enfin ramener toute l'expérience que vous aurez dû voir ailleurs pour pouvoir aider l'évolution de Mayotte en termes touristiques. Message qui est bien passé. Merci beaucoup à Toumani Harouna. Vous êtes le vice-président du comité départemental du tourisme de Mayotte. Merci Amina et merci Kwesi. Et en marge du salon du tourisme et des loisirs, une conférence sur les îles Vanille a eu lieu ce matin au conseil départemental. Ainsi, 3 représentants de ces îles sont actuellement à Mayotte. Après avoir visité le lagon, ils ont rencontré la presse locale pour présenter les perspectives d'échange avec l'île au lagon en matière de tourisme. Plus de précisions dans ce reportage signé Shakila Issouf et Leslie Vimné. Impossible de développer le tourisme sans l'implication des élus. Le message est clair et aucun autre porte-parole n'est mieux placé pour ouvrir Mayotte au monde que ses représentants politiques. L'île regorge d'atouts majeurs en matière de tourisme et nos 3 représentants des îles Vanille sont tous d'accord pour l'affirmer. Maurice est prêt, dans le cadre des îles Vanille, à faire des combinés Mayotte-Maurice. Et je pense que c'est bon pour les 2 pays. Les 2 îles, mais vous avez un problème. Le problème, c'est que vous n'avez pas les hôtels de qualité. Vous savez, vous avez une île qui est magnifique, un lagon qui est merveilleux. C'est vrai qu'il y a... Je pense qu'il faut commencer par ce lagon qui n'est pas encore exploité à 100%. Donc vous avez un atout majeur d'une destination de rêve. Comment faire pour qu'on passe un peu à l'étape supérieure? Les 3 représentants sont venus pour découvrir Mayotte, mais aussi pour rassurer sur les partenariats envisageables entre les îles Vanille et le 101e département. Le directeur des îles Vanille nous explique ainsi le contenu des projets à mettre en place avec les Mahorais. Ce qui est important, c'est l'authenticité
et la population de Mayotte. Il y a des beaux paysages, il y a de beaux lagons, il y a de belles montagnes, des sentiers magnifiques, mais la richesse, c'est la population. Donc je crois que c'est ce côté culturel sur lequel il faut insister, faire en sorte que l'on puisse rencontrer la population, manger local, aller dans des musées et découvrir l'histoire. C'est ça qui est important. Alors, à la fois avec Mayotte et l'ensemble des îles, aujourd'hui nous travaillons très fortement sur le développement du monde de la croisière, parce que vous savez qu'un bateau qui arrive avec un minimum de 500 personnes, c'est d'un seul coup une manne financière. L'association des îles Vannies se veut apolitique. Leur objectif n'est autre que de permettre aux petits, grands artisans et commerçants de vivre de leur métier. Des représentants qui ont exprimé leur souhait de revenir l'année prochaine au 5e Salon du tourisme et des loisirs et qui repartiront de Mayotte avec en tête les sourires et les souvenirs de la chaleureuse accueil mahoraise. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 11 septembre. Dans l'actualité en bref, et c'est présenté par Pierre Bellucci. Saïd Issouf, directeur général de la SPL 976, a été révoqué en conseil d'administration. Il est remplacé par Christian Dever-Duven, lequel s'attellera à donner à la société sa véritable raison d'être, l'aménagement du territoire. Si l'entreprise relève du droit privé et possède un large spectre de compétences, quelques changements sont cependant à noter. Le dossier des nouveaux bâtiments du conseil départemental semble pour l'heure figé et de nouveaux rapports ont été présentés en commission permanente, et ce afin d'annuler les délibérations prises en faveur de la SPL et concernant la gestion du grand marché et du front de mer de Mamoudzou. La Chambre de commerce et de l'industrie conserve donc la gestion de ces contrats arrivés à terme et ne fonctionnant qu'à travers des avenants. Mais a-t-elle encore les moyens de ses ambitions? Conditionnée par une mise sous tutelle de l'État, il apparaît peu probable que des investissements ou de grands chantiers puissent être rapidement démarrés. Un appel à candidature pourrait alors être lancé, changeant de façon radicale la méthode et le cap choisi par l'ancienne mandature. Les faits se sont déroulés en 2011. Une affaire de trafic de papiers d'identité avait éclaté au sein de la préfecture, mettant en cause 2 fonctionnaires. Les perquisitions menées avaient permis de découvrir des documents vierges entraînant de fait la garde à vue, puis la mise en examen de ces 2 agents dans le cadre d'une instruction ouverte. Or, dès la première audition, l'une des prévenues s'était rétractée, expliquant que ses aveux avaient été extorqués par des agents de la PAF. Ces derniers auraient négocié des aveux contre la liberté. L'agent avait alors choisi de s'incriminer, et si l'instruction avait bien notifié les faits et cette rétractation, les 2 fonctionnaires avaient tout de même été condamnés en première instance. 18 mois de prison assortis d'1 an de sursis, ainsi qu'une interdiction d'exercice dans la fonction publique pour une durée de 3 ans. Le jugement renvoyé en appel est tombé hier. La relaxe a été prononcée pour les 2 femmes contre lesquelles aucune charge n'a été retenue. Elles peuvent donc reprendre le cours de leur vie et réintégrer l'administration. Une délégation du Défenseur des droits se rendra à Mayotte du 14 au 17 septembre. Elle sera conduite par Geneviève Avenard, défenseur des enfants. Lors de sa visite, cette dernière ne va pas chômer. En effet, elle aura notamment l'occasion de rappeler les missions et compétences du Défenseur des droits, d'échanger avec les acteurs locaux sur leurs avancées et leurs observations à ce jour quant à la situation des mineurs en difficulté à Mayotte. Elle fera également un point sur l'action du Défenseur des droits suite à ses recommandations d'avril 2013, puis elle rencontrera les jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants. Elle installera ensuite les nouveaux délégués du Défenseur des droits et rencontrera les services du département pour connaître les actions concrètes qui sont ou seront mises en place pour mettre effectivement en application la loi de 2007 sur la protection de l'enfance. Nous l'avons évoqué ces derniers jours, de nombreux enfants du département ne peuvent être scolarisés faute de place dans les établissements scolaires. Parmi eux, les enfants en situation de handicap, particulièrement victimes du manque de structures adéquates pour les accueillir. Une situation qui a donné lieu à une réunion ce jour entre parents d'élèves concernés et une association qui leur vient en aide. Reportage signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. L'objectif de cette réunion en petit comité est d'interpeller les pouvoirs publics. En effet, l'école PPF-ASH accueillant des enfants handicapés a fermé ses portes faute de ne plus être adaptée au contexte du droit commun. Depuis la rentrée, plus de 80 enfants en situation de handicap ne sont donc plus scolarisés. Une situation qui n'est pas supportable pour ce président d'association qui lutte pour l'intégration des enfants handicapés dans le système scolaire. Les solutions qu'on nous donne en ce moment, c'est qu'il y a d'autres associations, notamment toi aussi, il y a une autre association qui s'appelle APEP qui vient d'ouvrir, mais toi aussi est déjà limité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour certains gamins.
l'association APEP qui vient juste d'ouvrir à une trentaine de places. Donc même avec ces deux associations, il reste quand même plus de 50 enfants qui sont dehors, qui ne sont pas de structure. Et au jour d'aujourd'hui, on ne nous propose pas une prise en charge de qualité, c'est-à-dire que les enfants puissent aller à l'école au moins 5 jours par semaine, mais on nous parle de 2 jours ou de certains gamins qui sont en prise, mais pas d'autres. Beaucoup d'enfants restent aujourd'hui sans établissement pour les accueillir, une situation inacceptable et qui n'a pas été anticipée, malgré les conséquences que cela peut avoir sur ces enfants. Nous, notre objectif, c'est de nous faire entendre et que les gens pensent qu'à côté des enfants qui vont à l'école tous les jours, il y a des enfants qui sont handicapés, qui n'ont pas de structure, qui restent à la maison. Eux-mêmes ne comprennent pas parce qu'ils ont des frères et sœurs qui se lèvent tous les jours. Ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils restent à la maison alors qu'on les a habitués dans un premier temps jusqu'à l'année dernière à aller à l'école, à prendre un bus. Aujourd'hui, ils posent des questions, ils sont encore plus énervés parce que les parents n'arrivent pas à leur donner des réponses. Quand un enfant est déscolarisé parce qu'il a fait une bêtise à l'école ou il n'arrive pas à suivre, on arrive à l'expliquer. Mais un enfant qui est handicapé, lui, il veut juste aller à l'école comme tout le monde, essayer de trouver une insertion. Il demande la base, la vie en communauté, l'insertion sociale. Donc rien que pour ça, il n'y en a pas. Donc il se trouve que ces gamins sont depuis le matin jusqu'au soir enfermés dans une chambre, dans une cour. Donc il n'y a pas de lien social. En effet, l'une des mamans présentes à la réunion du jour témoigne des difficultés quotidiennes qu'elle rencontre et de l'urgence de trouver des solutions pour tous ces enfants qui subissent une double peine. Van kamwe wantu wangia lekoli au na wanahe wanyahe wa sirenga sakionda lekoli wa yasima vahina jawamba taende lekoli. Ome yangu nitaoni rongowe na mbie madhamana wa wana watu warifanyilie jitihadi ta wana watu waparevahan wangie na wasi wa mama ya wawana arifanya jitihadi rihimeva tunajau vo serikali vayo irisaidie maneka wasi wa mama rilala malagoni hatu karahima bavuna serikali va watu zipuzisa bila dimani rihime rifanya jitihadi. La semaine prochaine, le président de l'association doit rencontrer des représentants de l'ARS et du vice-rectorat afin de trouver des solutions et de permettre à ces enfants d'être à nouveau traités comme les autres. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Périne pour la météo. Retrouvez juste après l'invité du temps de parole. Il s'agit du sénateur Thani Mohamed Soili. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Et demain, samedi et dimanche, ne ratez pas votre magazine hebdomadaire Les Rendez-vous de l'Info. Et pour débuter cette nouvelle saison, la culture et le sport seront à l'honneur avec comme invité samedi Abelka Maoré, un artiste local, et Soultouani Ali, athlète et lanceur de javelot qu'on ne présente plus. Il prendra le relais dimanche. Excellente suite de programme à vous sur KTV.